BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Luc Châtel, qui est président de la plateforme automobile. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Merci d'être là parce que vous êtes, vous et les constructeurs automobiles, l'industrie automobile, qu'elle soit française ou européenne, vous êtes au cœur de ce séisme Trump, parce que c'est plus qu'un choc, c'est vraiment un séisme. Vous savez déjà à peu près, parce que le flou est toujours de mise, à quelle sauce vous allez être mangé, avec des droits de douane qui seraient de 25%, ce qui est absolument colossal, sachant que l'industrie automobile, elle est déjà assez fragilisée par le choc de l'arrêt de la voiture thermique, et notamment, ça s'est vu sur les immatriculations que vous avez publiées, immatriculations pour le mois de mars, on voit que le marché français est à moins 14,5%, et surtout que la production automobile française est en baisse. Luc Châtel, vous êtes très fébrile à l'heure où nous nous parlons ? Je ne suis pas fébrile, je constate avec regret que une crise va s'ajouter à la crise. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, nous traversons dans l'industrie automobile en Europe une situation très délicate depuis des mois, puisque finalement nous n'avons pas retrouvé le niveau d'activité d'avant le Covid, à la fois en vente et en production, on y reviendra dans votre émission. Nous avons des difficultés à mettre en œuvre finalement cette transformation vers l'électrique, c'est-à-dire que le client n'est pas assez au rendez-vous, et nous tombe dessus maintenant cette affaire des droits de douane qui ne va rien arranger. Parce que l'automobile, c'est un marché mondialisé, c'est un marché où il y a des grands blocs de pays qui ont une capacité à produire. Et puis, il y a des pays émergents de l'autre qui aspirent à acheter des automobiles. Ça fait partie du niveau de développement. Et donc, mettre en place des droits de douane, finalement, c'est perdant pour tout le monde. Hein. À chaque fois qu'on met des droits de douane dans le commerce en général, à la fin, toutes les études économiques et la réalité du passé nous montrent que ça a un impact négatif sur la situation économique. Mais dans l'automobile, je dirais, c'est encore pire. Parce que ça a un impact fort sur le prix de vente. Là, on parle de 25%. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a déjà des droits de douane de 25% sur les SUV, en gros, les light trucks, c'est-à-dire les véhicules qui se vendent le plus aux États-Unis. Oui, parce qu'en plus, les Américains en sont très friands. Donc là, c'est 25 plus 25. Voilà, à 50, à 27,5% pour les véhicules courants et à 50% pour les autres. Voilà, donc c'est effectivement, on ne mesure pas, si vous voulez, il est trop tôt pour mesurer les conséquences. On sait que pourtant ça va s'appliquer dès le 3 avril, bien sûr. Ça va être ce soir. On aura Donald Trump en direct de sa roseraie, c'est l'événement quand on parle de là-bas, lorsqu'on est président américain, de la Maison-Blanche, c'est vraiment sa volonté, réindustrialiser, libérer les États-Unis de ces 15 salopards dont nous faisons partie, mais ça s'applique le 3 avril, jeudi matin. Oui, ça s'applique le 3 avril. Donc c'est possible, ça, ou pas ? Alors, c'est possible, vous savez, en termes de fiscalité, nous l'avons vu, ça, on est capable de faire aussi bien en France qu'en Europe, de changer les règles d'un dispositif fiscal du jour au lendemain ou en cours d'année, ça, on l'a déjà fait. Donc, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est l'impact. Et l'impact, on a beaucoup de mal à le mesurer. Parce que si vous regardez objectivement les choses, sur 13 millions de véhicules qui représentent à peu près le marché européen, il y en a 600 000 qui sont vendus aux États-Unis, donc ça peut être assez marginal. Mais ce qui est important, c'est de voir les conséquences sur l'ensemble de la filière. Et ça, on n'avons pas encore le détail, parce que là, on parle de taxer les véhicules. Je rappelle que quand vous vendez un véhicule, 80-85% de la valeur d'un véhicule, il est en amont via les fournisseurs, via les équipementiers, tout le travail qui se fait et le Justement, c'est que ça, on ne connaît pas encore. On sait que le taux de 25% s'appliquerait sur la vente du véhicule. Mais en fait, il y aurait aussi une déduction pour les pièces qui auraient été en fait fabriquées aux États-Unis. Parce qu'en fait, il faut rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a des allers-retours continus entre le Canada et les États-Unis ou entre le Mexique et les États-Unis sur la construction de la voiture. Absolument. Oui, donc nous n'avons pas encore le détail et le diable se cache toujours dans le détail dans ce genre d'affaires. Mais ce qui est évident, c'est que lorsque vous avez un constructeur qui va voir le prix de vente mécaniquement de ses voitures augmenter de 25%, c'est évidemment une augmentation qui ne pourra pas être supportée par le consommateur final. Non. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner vers ses équipes
et vers ses fournisseurs Et pour ses dire équipementiers, comment surtout. on fait Oui. pour réduire le prix. Donc ça, mécaniquement, ça a un impact sur l'ensemble de la filière. Mais il est trop tôt pour l'analyser. Ce qu'on sait, c'est que c'est très mauvais pour l'ensemble de cette filière automobile. Est-ce que vous vous dites, alors c'est toujours facile de refaire l'histoire, personne ne pouvait anticiper un tel choc, évidemment, mais est-ce que vous vous dites pas quand même, l'Union européenne, avec cette décision qui a été prise sur le thermique, décision utile, mais très rapide, avec un impact qui n'a pas forcément été mesuré, puisqu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, on en a souvent parlé entre nous, Luc Châtel, vous vous dites pas, mais vraiment c'est encore plus de la folie d'avoir fait ça, d'avoir déjà fragilisé l'industrie automobile européenne, qui était quand même notre fer de lance, et après se prendre ce deuxième coup, parce que est-ce que vous allez pouvoir vous en relever ? J'ai signé un papier, une tribune il y a quelques semaines en disant que la fin de l'industrie automobile était une des hypothèses. C'est-à-dire que, vous savez, personne n'est immortel. Vous avez en Europe des industries qui ont décliné, voire qui ont disparu, et nous allons tout faire pour qu'il n'arrive pas cela à l'automobile. Mais c'est vrai que l'automobile aujourd'hui traverse de graves difficultés, et on a un peu l'impression que nous ne sommes pas entendus au niveau où il faudrait être entendus. C'est-à-dire que par rapport à la gravité de la situation, nous avons vu avec intérêt le plan qui a été annoncé par l'Union européenne il y a une quinzaine de jours. Nous avons vu des mesures importantes, comme par exemple l'assouplissement de certaines normes, comme la norme café, qui sur les émissions de CO2, et avec, je dois dire, une proposition de dispositif assez astucieuse. Mais à côté de ça, nous n'avons pas vu un grand plan stratégique d'accompagnement, d'investissement, d'innovation pour que l'Europe relève ce défi. Alors, finalement, c'est par là qu'on aurait dû commencer. La grave erreur, la faute initiatique, ça a été finalement de réglementer avant de réfléchir à une stratégie industrielle. Et c'est le mal souvent de l'Europe, c'est de se dire on va agir par réglementation plutôt que de s'appuyer sur la force de ces acteurs industriels. Qu'est-ce que vous... quelle peut être à vos yeux, Luc Châtel, quelle peut être à vos yeux, quelle doit être la riposte européenne ? Alors, l'Union européenne a déjà annoncé qu'elle travaillait sur une riposte droit de douane, une réciprocité. On connaît. Et évidemment, c'est... j'imagine que ça soit vous, la plateforme automobile, donc qui est le lobbying français, mais avec la CEAL qui est au niveau européen, vous avez déjà réfléchi, enfin j'espère qu'on vous a déjà demandé sur quoi faut-il agir. Non, mais de la même manière que nous avons ce débat sur les relations avec la Chine, je serai en Chine au salon de Shanghai, qui est devenu le plus grand salon du monde, dans 15 jours. Nous allons parler avec nos homologues chinois sur ce sujet. Oui, mais vous attendez quoi là, sur la riposte, puisque la riposte, elle devrait arriver mi-avril. Est-ce que vous voulez qu'on... À court terme, il y aura une réciprocité. L'Union européenne l'a indiqué. Voilà. Mais ce n'est pas la solution. Vous êtes pour une réciprocité ? Non, je ne dis pas que je suis pour. Je dis que ce sera une réponse de court terme. De la même manière que vis-à-vis des Chinois, les Européens ont mis en place des barrières douanières provisoires pour discuter et dire attendez, on ne va pas tomber dans cette logique absurde qui est pénalisante pour tout le monde, et à la fin, on sait très bien que c'est le consommateur qui paiera. Donc le marché diminuera. Donc tout le monde est perdant. Voilà. Donc on ne veut pas entrer dans cette logique. Mais là, il y a un rapport de force. D'abord, il y a combien de voitures, la norme d'importation de voitures américaines en Europe? Il y a 165 000 voitures fabriquées aux États-Unis qui sont vendues en Europe. Donc c'est assez marginal par rapport au marché européen. Et il y a 600 000 véhicules, essentiellement allemands, qui sont produits en Europe et qui sont vendus aux États-Unis. Donc, si on regarde les chiffres stricto sensu, tout ça est assez marginal par rapport au poids des marchés respectifs. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder. Oui, mais vous êtes quand même pour taxer sur les 166 000, les taxer à 25%. Disons que la réciprocité, il y a un moment où, quand vous avez quelqu'un qui met le pistolet sur la table et qui ne connaît que les rapports de force, il faut agir sur le rapport de force. Mais c'est pas une solution de moyen long terme. La solution de long terme, c'est de discuter, parce que qui va être perdant ? Les consommateurs, donc les électeurs de M. Trump. Ceux qui vont vouloir acheter des voitures. Voilà. Et le paradoxe, c'est que pendant des années, on a encouragé les constructeurs européens à investir notamment au Mexique pour aller construire à bas coût, fabriquer à bas coût des véhicules pour le marché américain. Beaucoup l'ont fait, les Allemands en particulier. Et aujourd'hui, on va pénaliser toute cette chaîne de valeur et on va pénaliser le consommateur américain. Donc tout ça, c'est perdant-perdant. Voilà. On est dans une logique perdante-perdante. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est sortir de cela par le haut.
On est en train d'y réfléchir avec les Chinois d'un côté, puisqu'on a le sujet de la concurrence déloyale liée au financement, au subventionnement de toutes les constructeurs chinois qui créent une concurrence déloyale vis-à-vis des Européens. C'est clair, ça c'est l'autre, c'est la troisième, c'est plus que des épines, c'est le troisième couteau dans la plaie de l'industrie automobile européenne. Donc la Commission a commencé par mettre sur la table le principe d'amende. Elle a raison, parce que il faut d'abord montrer les dents et ensuite discuter, mais c'est pas une solution durable. Voilà. Alors, attendez, on va revenir sur la Chine parce que c'est intéressant aussi, puisqu'on voit bien que le premier ennemi, parmi les 15 salopards, de Donald Trump, le premier c'est la Chine, puis le deuxième c'est l'Union européenne. Hein. Donc voilà, et après il y a le Mexique. Puis il y a le Canada, évidemment, avec ces échanges. Juste, je voudrais qu'on reste un instant sur l'impact de ces droits de douane sur votre secteur, Luc Chatel. Est-ce que ça va être un changement, est-ce que ça va entraîner un changement stratégique des constructeurs automobiles, notamment européens et français? Je pense à Stellantis, qui a des usines au Mexique pour pouvoir importer aux États-Unis. Le propre des industriels en général et de l'automobile en particulier, c'est en permanence d'échafauder des scénarios et c'est de se préparer. Maintenant, est-ce que votre question, si votre question est de dire est-ce qu'ils vont décider de fermer dans la nuit leurs usines au Mexique et de mettre leurs usines aux États-Unis, c'est le but recherché. Oui, mais ça ne va pas arriver dans la nuit. C'est-à-dire que ce sont des perspectives. Vous savez, l'industrie automobile, c'est une industrie de moyen long terme, une industrie lourde. Il faut des années pour développer un véhicule automobile, même si on raccourcit de plus en plus ce délai. Ce sont des investissements absolument considérables. Donc, on ne déménage pas comme ça en une nuit une usine automobile. Donc, ça va être des choix qui vont se baser aussi sur l'impact réel. C'est-à-dire que là, on parle de simulation, on regarde le marché, on regarde les volumes, on regarde les transferts. Vous les avez faites, les simulations? Non, mais on n'a pas l'impact. On regarde les flux, on regarde ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de véhicules qui sont produits qui pourraient être concernés. Mais on n'a pas l'impact sur l'ensemble de la filière, on n'a pas l'impact sur l'ensemble des équipementiers et de sous-traitants, on n'a pas la réaction des consommateurs américains. Voilà, donc tout ça est très aléatoire. Et donc, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, cette industrie, vous savez, elle est extrêmement résiliente, cette industrie. Elle l'a montré. Oui, enfin là, elle a quand même trois. Mais elle n'avait pas. Si votre question est ça, elle n'avait pas besoin de ça. 3 coups de massue. Elle n'avait pas besoin de ça. Oui. Est-ce que, puisque vous partez à Shanghai, on voit que ça bouge beaucoup. Justine Vassin parlait tout à l'heure sur ce rapprochement de constructeurs automobiles chinois pour donner un géant. Est-ce que ça veut dire que les Chinois, qui étaient notre ennemi numéro 1, à nous, Européens, finalement, vont peut-être se transformer en alliés pour essayer de résister à Donald Trump? D'abord, les Chinois ne sont pas nos ennemis. Oui, enfin, quand même. C'est eux qui déversent la voiture électrique sur nos marchés. La Chine est le premier marché mondial, je le rappelle. Oui. Premier pays producteur d'automobiles dans le monde, alors qu'il ne faisait pas une voiture il y a 25 ans. Le premier pays exportateur d'automobiles. On voulait faire des malus voilà. Contre les voitures chinoises. Pour des raisons d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire pour des raisons environnementales. C'est absurde d'aller fabriquer des voitures en Chine avec souvent de l'énergie carbonée pour les vendre en Europe. Oui, mais enfin, en tout cas, ce sont les moins chers en France. Voilà. Ensuite, je rappelle que les constructeurs et les équipementiers français, ils ont travaillé, ils continuent à travailler en Chine. Valeo a plusieurs dizaines d'usines en Chine. Forvia aussi. Renault a un partenariat dans Horse, c'est-à-dire la filiale de moteurs thermiques de Renault. Renault a signé un accord de partenariat avec Geely, donc un constructeur chinois. Donc on a des partenariats industriels, voilà, et nous souhaitons les continuer. Simplement, depuis le début, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une concurrence loyale. Ouais. Voilà. Mais alors, est-ce que les Chinois peuvent nous aider pour résister à M. Trump? Je ne raisonnerai pas comme ça. Moi, je raisonnerai, encore une fois, l'industrie automobile, elle est mondialisée. Vous avez des grands marchés. L'Europe en fait partie, les États-Unis en font partie. La Chine est devenue le plus grand marché. Il ne faut pas être absent du marché chinois, d'une manière ou d'une autre. Et les constructeurs comme Stellantis ou Renault le savent. Donc, ils travaillent, ils ont parfois subi des échecs, des difficultés en Chine. C'est pas facile de s'implanter en Chine. D'autres rencontrent de grands succès. Nos équipementiers rencontrent de grands succès, Op Mobility ou Forvia aussi. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est en partenariat industriel, c'est en accord gagnant-gagnant. Il faut sortir de cette logique de taxes, de perdant-perdant. Ouais. Donc pour l'instant, en fait, vous êtes autant dans le flou que nous, Luc Chatel. Mais juste par rapport à... Mais je vous adore, Edwige Chevrillon. Mais
vous avez une mesure dont on ne connaît pas exactement le contenu, qui va être applicable demain matin, dont on ne connaît pas les conséquences. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais attendez, vous êtes en responsabilité, c'est fou, c'est incroyable. Bien sûr, c'est fou. Surtout si on regarde les chiffres que vous venez de publier sur les immatriculations du mois de mars. Il y a un vrai coup de frein sur les immatriculations, sur les ventes de voitures neuves, moins 14, un peu plus de moins 14. Sur les ventes de véhicules électriques, mais qui baissent d'autant, donc la part du marché reste toujours de 19%. Comment vous expliquez ça? Il baisse moins, en fait. Il baisse de 7%, le véhicule électrique. Oui. Voilà. Mais la part de marché, donc, elle reste à 19%. Mais on est très en dessous des projections qu'on avait envisagées. Et des projections qui pourraient nous permettre de tenir la trajectoire du 100% de véhicules électriques en 2035. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur le marché automobile? C'est pas ce que nous décrivons et regrettons depuis des mois. C'est-à-dire que nous avons, premièrement, un niveau de la consommation qui est faible en France. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé. On bat des records. Et donc, il y a moins de consommation. Et quand vous êtes vendeur de biens de consommation, vous êtes concerné. Et encore plus dans l'automobile, qui est un achat raisonné. On n'achète pas son automobile comme ça sur un coup de tête. Ah ben non, ça on donc a du mal. On peut toujours reporter cet achat d'automobile. C'est ce qui se passe en ce moment. Deuxième élément, malheureusement, nous avons un impact des décisions gouvernementales fiscales sur l'exercice budgétaire 2025. Puisque d'un côté, on nous a baissé le montant des bonus. Or, il faut expliquer aux téléspectateurs, en fait, nous, on ne demande pas des subventions. Nous, ce qu'on dit depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a pris ce virage vers l'électrique, qui est imposé par la directive européenne, eh bien, nous disons, il va falloir plusieurs années pour que la courbe d'expérience industrielle fasse son travail et que le prix du thermique, le prix de l'électrique rattrape celui du thermique. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, une voiture électrique vaut 50% plus cher. Pendant quelques années, il faut compenser cet écart. Voilà. Pour que les consommateurs les achètent. Mais tout ça, ça a été raboté, supprimé. Ça a été raboté, et de l'autre, on a augmenté les malus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter que si vous augmentez les malus, aujourd'hui, vous avez quand même 60% des Chevrillon. Vous allez dans une concession dans le 15e arrondissement. J'en sors. Vous avez 60% des voitures. Ah, c'était donc vous. Oui. Vous avez 60% des acheteurs, des véhicules, pardon, qui sont concernés par le malus. 60%. Donc, on est une industrie qui a été montrer une cible presque dans le dos. C'est-à-dire qu'on nous dit n'achetez pas de voitures puisqu'on les taxe. Voilà, on taxe 60% des voitures. Comment voulez-vous que ce marché rebondisse? Voilà. Pas de consommation et taxation avec des malus. Et il y a un point important. Hier, je recevais la patronne de Uber pour la France, qui, elle, veut maintenir un rythme très élevé d'électrification de sa flotte, et elle pousse beaucoup, etc., un peu aux grandes dames de certains constructeurs. Il n'y a rien, il n'y a aucune facilité. Ce que disait Jean-Dominique Senard à votre classe que je recevais il y a quelques semaines ou quelques jours. Il faudrait faciliter la création de flottes d'entreprises électriques. Bien sûr. Ça, vous n'arrivez pas à faire passer le message? Non, au contraire, puisque l'année dernière, nous avons perdu l'arbitrage sur le bonus pour les flottes automobiles. Je rappelle qu'un véhicule sur 2 en France est vendu via des flottes automobiles, et ça a donc 2 impacts. Premièrement, sur les volumes de vente immédiats des voitures neuves, mais ça a un deuxième impact très important pour justement la montée en puissance et l'éducation à l'électrique, c'est qu'au bout de 6 mois, ce sont souvent des véhicules qui sont remis dans le marché de l'occasion. Et donc, on a besoin aujourd'hui pour l'électrique qui nourrit le marché de jeunes occasions pour rendre la voiture électrique aussi plus accessible. Et donc, là, de ce point de vue-là, encore une fois, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Disons que le gouvernement a fait des choix, que nous respectons. Le gouvernement fait des choix et nous faisons des automobiles. Voilà, le gouvernement a fait des choix. Malheureusement, les choix qui ont été faits dans le cadre de la loi de finances 2025 ne vont pas dans le sens du marché automobile, et on en paye aujourd'hui les conséquences. Le moins 17% pour Stellantis, sur les chiffres que vous avez publiés là sur le mois de mars. Stellantis qui va aussi beaucoup souffrir avec ce qui se passe aux États-Unis, et Stellantis qui est déjà dans une situation difficile. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un problème Stellantis? Non, il n'y a pas de problème Stellantis. Et moi, si vous voulez, je me permettez, je ne regarde pas... c'est les chiffres. Oui, mais justement, attention, il faut prendre un peu de recul avec les chiffres, parce que les chiffres, ils dépendent aussi des calendriers produits, de lancement, de promotion des véhicules, etc. Et donc, vous avez un mois ou un trimestre où c'est plutôt la marque X qui va être en tête, parce qu'ils ont lancé un nouveau modèle. Vous vous rendez compte que les ventes de Renault sont en train de rattraper celles de Stellantis.
Vous avez aujourd'hui une dynamique de Renault parce que vous avez, et on l'avait vu au dernier mondial de l'auto, une dynamique de produits, de lancement de nouveaux produits. Et donc les consommateurs sont intéressés par les nouveaux produits. Voilà. De la même manière que quand Stellantis avait lancé le SUV 3008 et avait rénové, on avait eu une dynamique. Donc je crois qu'il faut prendre un peu de recul et je laisserai les patrons des marques respectives commenter leurs activités. Voilà. Prudent, c'est pas. Cela dit, est-ce que le Châtelet, si jamais, dans le contexte actuel qu'on vient de décrire, quand même extrêmement mouvant, avec ce qui se passe aux États-Unis, si le nouveau patron de Stellantis était américain ou italien-américain, est-ce que ça aurait une signification sur Stellantis, groupe européen ou pas? D'abord, moi, je ne rentre pas dans le choix de la décision du futur. Oui, mais enfin, la symbolique. C'est la responsabilité du conseil d'administration. C'est bien, il y a surtout un process sur BFM qui est en Business. cours. Voilà. Oui. Donc, ensuite, je crois qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui la nationalité des patrons. Luca Di Meo n'est pas français, ça m'a échappé à personne. Non, mais il est européen, on peut dire. Oui, il est européen, mais il est surtout à la tête de Renault, qui est un fleuron national. Il y a Jean-Dominique Senard au-dessus, qui est et il français. démontre à quel point il est attaché au territoire français. Carlos Tavares n'était pas français. Carlos Tavares était portugais. Franco-portugais. Voilà. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans cette compétition entre les États-Unis d'un côté, l'Europe, etc. Ce qui est important, c'est ce que font. On y est. Non, mais ce qui est important, c'est à la fin ce que font les entreprises comme Strategy, comme Politique et autres. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, Stellantis, c'est un groupe qui est mondialisé, parce qu'une grosse partie, 40% de son activité de mémoire est aux États-Unis. Bah oui, surtout depuis voilà. Alors maintenant, si vous demandez au président de la filière française de dire est-ce que c'est important pour lui que Stellantis garde un drapeau fort en France, bien sûr. Bien sûr. Et nous travaillons tous les jours avec Stellantis en France pour que le maximum de véhicules soient produits en France, pour que le drapeau français soit bien présent. Voilà. Et ils en sont conscients. Est-ce que vous estimez qu'on peut produire en France des véhicules à bas prix ou pas? Parce que si on écoute Renault, oui. Si on écoute Stellantis, non. Renault a fait ce choix courageux, audacieux. Il est en train de le réussir. Mais quelle difficulté. Voilà. Et les chiffres que nous avons publiés hier sur le niveau d'activité de production en France sont extrêmement préoccupants. Pourquoi ? Parce qu'on produit aujourd'hui, en 2024, la France, qui a inventé l'automobile à la fin du siècle d'avant, a produit 1 357 000 véhicules. Voilà. Je rappelle qu'avant le Covid, nous produisions 1 million de plus, 2,2 millions. Bon. Je rappelle qu'au début des années 2000, il y a 25 ans, nous produisions encore 1 million supplémentaire, plus de 3 millions de véhicules. Voilà. Donc on a perdu les 2/3 de notre production automobile en 25 ans. Voilà. C'est ça le point d'alerte. Et là, je m'adresse au gouvernement, je m'adresse au pouvoir public en disant, regardez le tableau. Voilà. Alors certes, je disais tout à l'heure, vous avez un marché automobile qui s'est mondialisé, avec une demande nouvelle, et la France, à l'époque, était très exportatrice. Bon, donc elle l'est moins, parce qu'il y a des usines qui ont été construites dans ces pays émergents, et aujourd'hui, on essaie de produire le plus proche possible des marchés de destination. OK. Mais malgré ça, la vraie question que vous posez, c'est celle que vous posez, c'est est-ce qu'on est encore capable, aujourd'hui, en France, de produire des automobiles, tout simplement, et en particulier des véhicules de petite taille. Donc ça pose la question de l'attractivité et de la compétitivité de notre pays. Et le sujet n'est pas réglé. Voilà, d'accord. Voilà, le sujet est loin d'être réglé. Voilà. D'accord. Encore hier, nous avons évoqué ce sujet au sein du bureau de France Industrie, où le gouvernement précédent avait fait des avancées significatives que nous avons notées en matière d'impôts de production, en matière de taxes, mais on voit bien qu'on est rattrapé par la patrouille, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une déclaration qui se fait, c'est pour augmenter la fiscalité. Les impôts de production, finalement, la fiscalité augmente parce que les taxes foncières augmentent pour compenser des baisses d'impôts de production. Comme disait Philippe Dornano, lui, c'est le président du METI, donc les mouvements des entreprises intermédiaires. Je recevais Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, donc qui a fait cette déclaration qui a fait peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase par rapport à Luc Rémont et a provoqué son éviction en disant EDF fait un bras d'honneur à l'industrie française, et notamment
Jean-Dominique Senard, dans des termes peut-être moins directs, moins cash, le disait aussi en tant que patron de Renault. Est-ce que vous attendez beaucoup de la part d'EDF maintenant ? Mais énormément, puisque si on regarde, c'est un point qui est devenu très important pour les coûts de production des automobiles. Pourquoi ? Parce que dans une automobile thermique, dans le prix de revient d'une automobile thermique, l'énergie représente 2 à 3% de ce prix de revient. Si vous regardez une voiture électrique, on passe à 9 à 10%. Voilà. Donc on multiplie par plus de 3 l'impact. Donc si vous avez, ce qui est le cas aujourd'hui, 50% d'écart de prix de l'énergie entre ce que vous payez en France, par exemple, en Europe, mais en France en particulier, aux États-Unis de l'autre et en Chine de l'autre. 50% d'écart. Mes adhérents, les constructeurs, les équipementiers, c'est l'écart qu'ils constatent aujourd'hui. Donc si vous avez 50% sur 9%, du prix de revient, faites le calcul, c'est 4 points de marge qui disparaissent. Voilà. Donc c'est considérable, parce que sur les petits véhicules, les marges sont extrêmement faibles. Donc l'énergie, c'est le sujet numéro 1 aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un changement à la tête d'EDF. Nous verrons le futur président, la stratégie du futur président d'énergie. Mais en tout cas, si votre question, c'est de savoir si la compétitivité, le prix de l'énergie est important pour l'attractivité de l'industrie automobile, oui. La réponse est oui. Voilà. Dans le recyclage automobile, l'Union européenne vient de vous infliger, quand je dis vous, c'est vous, parce que vous êtes le représentant français, mais il y a beaucoup les Allemands, mais il y a aussi les Français, c'est encore une fois Stellantis et Volkswagen. L'Union européenne a infligé une amende à 15 constructeurs pour entente, en disant pour entente, parce que le recyclage automobile, finalement, il n'y avait pas de négociation possible. Alors, c'est une affaire qui remonte à 2002. Donc, c'est pas hier. Bon. Okay. Et c'est une époque, il faut pas, une époque où toute la filière de recyclage des véhicules n'existait pas vraiment. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. C'est de 2002 à 2017, c'est ça. Me permettre. Oui, sur 15 ans, mais ça a commencé en 2002. Oui, voilà. Mais ça a terminé en 2017, ce qui n'était pas si loin que ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, dans toute cette période, il y avait une désorganisation, le marché du recyclage des véhicules n'était pas structuré. Voilà. Aujourd'hui, on a complètement changé de monde, parce que dans nos plans vous posez la question, par exemple, sur le contrat stratégique de filière entre notre filière et l'État, un des 6 objectifs, c'est justement l'économie circulaire. Et donc, on a mis en place des relations beaucoup plus fortes entre les constructeurs et les centres de véhicules usagés. Et pour l'illustrer, vous parliez de Renault tout à l'heure, par exemple l'usine de Flins, que tout le monde a connu, elle est devenue un centre de recyclage de véhicules. C'est-à-dire qu'un constructeur, en l'occurrence Renault, là, elle a intégré dans toute sa chaîne de valeur. Donc, tous de payer. Moi, je prends acte, bien sûr, de ce qui s'est passé, de l'amende de la Commission européenne. Je constate que depuis, la filière a fait énormément de progrès en la matière. Voilà. Merci beaucoup, Luc Châtel. Merci à vous. Et puis, on va voir effectivement dans le détail, parce que le diable se cache donc dans les détails, ce qui va se passer évidemment pour votre industrie automobile qui est déjà assez mal en point. Merci beaucoup tous les cas d'être venu, Luc Châtel, le patron de la plateforme automobile. Tout de suite vous retrouvez les experts. Évidemment, on va continuer à parler de Donald Trump et de ce qu'il va annoncer tout à l'heure du séisme Trump. La grande interview sur BFM Business.